Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser la genèse et les principes des projets écosystémiques sains. Donc, c'est toujours dans le domaine de la présentation du jeu Convergence créative, un outil pédagogique pour concevoir et réaliser des projets socialement éthiques, économiquement viables et équitables, écologiquement écosystémiques et régénératifs, évolutivement favorables au déploiement des hauts potentiels individuels et collectifs, énergétiquement harmonieux, cohérents, fluides, alignés et résonnants avec les vivants, etc. etc. Donc, comme j'avais dit déjà dans la présentation précédente, donc il y a différentes configurations des phases des jeux avec des finalités différentes, de façon à faire émerger tous les éléments et toutes les fonctions synergiques qui vont composer les projets en termes donc des capitaux, des ressources, des besoins et des hauts potentiels, de façon que ce soit cohérent et aligné avec des phases de conception, planification, réalisation et célébration bilan du projet. Pour avoir une genèse écosystémique d'un projet, il est fondamental, déjà dans la phase de conception, la pose d'un noyau vivant de départ. Le projet doit permettre l'agrégation de tous ces éléments et l'implémentation de toutes les fonctions progressives de manière cohérente et alignée avec les résultats souhaités. Les principes donc, des écosystèmes sains sont l'autocréation. Il est fondamental, en fait, dans les écosystèmes d'identifier ces principes d'autocréation, parce qu'en fait, un écosystème se base sur ces noyaux de départ. C'est un noyau vivant, c'est-à-dire c'est une base des ressources, des compétences et des fonctions, une base minimale qui permet le départ de la spirale qu'on a vue précédemment et qui, en fait, peut évoluer en suivant des directions différentes au cours de sa progression, mais toujours en cohérence avec les noyaux centrales qui va identifier la raison d'être, les ressources impliquées, les motivations, les intentions et les objectifs. Un système vivant, donc, comme on voit ici dans la photo, ça peut être un ovule fécondé ou bien le départ de la structuration d'une galaxie, part toujours d'une union de deux éléments donc assez simples, fondamentaux, qui après vont permettre l'agrégation d'autres éléments jusqu'à constituer un ensemble complexe, vivant et fonctionnel. Donc, les autres principes sont la complexité. Donc, justement, un écosystème se base sur une complexité des parties impliquées, donc parties comme éléments et parties comme fonction. Ces parties différentes vont pouvoir interagir entre elles jusqu'à constituer ce qui est un ensemble d'éléments matériels, énergétiques et informationnels parfaitement cohérents et en tout cas hautement synergiques entre eux. Le principe 3, c'est l'incorporation et dépendance vis-à-vis des grands holons, holarchies. Alors, les holons sont des écosystèmes eux-mêmes. En fait, un écosystème, il intègre d'autres écosystèmes plus grands où il fait partie des sous-écosystèmes et lui-même, chaque écosystème est constitué d'écosystèmes inférieurs, comme par exemple un homme est constitué d'écosystèmes qui sont les organes et il fait partie aussi d'un écosystème plus grand qui est par exemple la société. Autoréflexivité, conscience de soi et connaissance de soi. Un écosystème, en fait, est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux et ils sont reliés
par certaines relations qui permettent en fait de fonctionner avec une certaine fluidité et efficacité. Donc, le fait de connaître quelles sont ces fonctions, d'autoconnaissance de ces fonctions et d'interactions est fondamental à l'intérieur d'un écosystème. Si c'est un écosystème humain, donc il faut une connaissance pratique de ces éléments. Dans un écosystème naturel, en fait, ces connaissances sont implicites et intégrées, déjà intégrées. Autorégulation et maintenance autonome. Un écosystème est capable d'autoréguler certaines situations qui peuvent se manifester suite à certains stress et certaines conditions inattendues. Donc, il y a une forme de maintenance autonome à l'intérieur de l'écosystème. Et les écosystèmes humains qui se greffent sur les écosystèmes naturels ont besoin aussi d'utiliser ces principes. Capacité à répondre au stress interne et externe ou à d'autres changements. Résilience. Voilà, c'est une des caractéristiques de l'écosystème, de pouvoir répondre à des stress, qu'ils soient internes ou externes, de façon à pouvoir survivre à la condition de stress elle-même. Donc, ces conditions, on va les voir, sont aussi intrinsèques des autres principes, permettent en fait à un écosystème d'avancer devant ces contrariétés et ces éléments qui lui font sortir provisoirement d'un équilibre précédent pour arriver à un équilibre suivant grâce aussi à la loi de l'Hormèse. Cet échange entrant et sortant des matières, énergie, information avec d'autres longs et transformation des matières, énergie et information. Alors, l'écosystème va faire une transformation des matières, énergie et information. Ça, c'est la production. Et pour réaliser ces transformations, a besoin d'énergie en termes de matière et aussi d'information. Et il y a un échange continu à l'intérieur du même écosystème entre les différentes parties et aussi avec d'autres écosystèmes qui font partie d'un écosystème encore plus vaste. Il y a l'utilisation de toutes les composantes dans le sens que dans un écosystème constitué de composantes différentes, ces éléments, les relations sont établies à l'avance et tous ces éléments ont une fonction à jouer pour l'optimisation et le fonctionnement global de l'écosystème. Donc, tout y est dans la mesure où ça va contribuer au fonctionnement global de l'écosystème. 10. Communication entre toutes les parties. Donc, ces parties de l'écosystème sont reliées par des relations, par des lignes d'échange entrant et sortant des matières, d'énergie et d'information. Et c'est fondamental que ces communications se fassent de la manière la plus fluide et fonctionnelle pour que l'écosystème puisse établir un équilibre dynamique capable de répondre toujours à des nouveaux défis et garder un équilibre économique sous le plan des 8 capitaux, comme on l'avait vu, un équilibre régénératif. Ensuite, coordination des parties et des fonctions. Une partie contribue à plusieurs fonctions et une fonction est assurée par différentes parties. Alors, la coordination a à voir aussi avec la synchronisation des fonctions entre elles et sur le fait aussi que pour une question de résilience, en fait, une fonction particulière n'est pas garantie seulement par un élément. Par exemple, la nourriture d'une maison permaculturelle n'est pas garantie seulement par les jardins potagers. Il va y avoir aussi les arbres fruitiers, mais il peut y avoir aussi des échanges avec les voisins et les marchés locaux. Donc, une fusion est assurée par différentes parties, différents éléments, et chaque élément contribue à différentes fonctions. Donc, ça assure une interaction et une interconnexion entre les différentes fonctions et les différents éléments, ce qui permet justement de minimiser les coûts. Donc, on est en totale collaboration et pas en compétition entre les parties de l'écosystème.
ou on peut dire en compétition, dans le sens que ça réunit coopération et compétition, dans le sens que ça pousse vraiment vers la meilleure efficacité. 12. Mise en balance, équilibrage des intérêts négociés par les parties ensemble et l'hologramme incorporé. Donc, disons que les interactions entre les éléments, si c'est un écosystème naturel, elles sont naturellement posées par des interactions implicites entre les différents éléments. Dans les cas d'écosystèmes humains, ces équilibres doivent être négociés entre les parties. Mais ça répond au même principe des écosystèmes naturels. 13. Réciprocité des parties dans la contribution et l'entraide. Les parties qui font les éléments qui font partie de l'écosystème ont des relations de réciprocité directe ou indirecte. Directe, c'est des parties vont contribuer l'une à l'autre de façon directe ou indirectement, dans le sens que chaque partie va contribuer au fonctionnement le plus efficace possible de l'écosystème dans son ensemble. Et donc aussi de la partie qui va lui offrir des échanges en termes de matière, énergie ou information. 14. Efficacité équilibrée par l'élasticité. Voilà, c'est fondamental dans un écosystème sain et vivant de pouvoir répondre au stress de façon fluide. C'est-à-dire, le stress ne va pas impacter et couler l'écosystème, mais des processus d'élasticité intérieure et interne au système permettent effectivement de passer d'un équilibre de départ à un autre équilibre en intégrant les opportunités des changements. Et la préservation de ce qui fonctionne bien et modification créative de ce qui ne fonctionne pas bien. Voilà, dans un écosystème, on vise toujours à un fonctionnement efficace, économique en termes de ressources et générateur de maximum de bénéfices, des services écologiques. Et en même temps, on va réduire de façon créative, donc par des solutions aux problèmes, ce qui sont les conditions qui produisent des disservices, c'est-à-dire des dysfonctionnements qui vont créer des coûts pour les systèmes. Donc maintenant, on va analyser les principes de design des écosystèmes en termes des principes écosystémiques, en sachant qu'on va en parler plus tard de l'économie régénérative, mais c'est les principes d'équilibre et d'interaction entre les 8 capitaux, capital spirituel, intellectuel, social, matériel, vivant, financier, culturel, expérientiel, où tous ces capitaux ont une valeur fondamentale pour l'équilibre au sein de l'écosystème, et on ne peut pas avantager la production de certains capitaux au détriment des autres, sans perturber et rendre dysfonctionnel l'écosystème, et donc à terme de les rendre inefficaces et donc voués à la destruction. Donc les principes de design des projets écosystémiques, on a un, observer et interagir. Il est fondamental de pouvoir identifier les caractéristiques du contexte dans lequel on interagit et pouvoir poser le noyau le plus efficace par rapport au contexte. Donc, il s'agit d'une fine observation qui va permettre d'interagir de façon appropriée et pertinente. De l'ensemble au détail. Cette vision d'ensemble qui permet d'interagir doit permettre de passer d'une vision globale au détail et du détail à l'ensemble, de façon à enrichir ces visions de manière la plus pertinente possible, la plus cohérente avec le monde extérieur et la plus cohérente aussi avec les ressources, les compétences et les capacités internes de l'écosystème. Ça se fait naturellement dans les écosystèmes dans la nature, mais ces formes des principes
sont fondamentaux dans un processus de design des écosystèmes, des projets écosystémiques. Intégrer plutôt que séparer, c'est aussi fondamental, en fait, savoir que toutes les parties dans l'écosystème ont leur fonction à l'intérieur de l'écosystème, parce qu'ils permettent certaines fonctions. Donc, il est fondamental de pouvoir les intégrer entre elles de la manière la plus efficace possible. Et donc, il faut pouvoir mettre en évidence et valoriser toutes les interfaces et toutes les interactions, les relations entre les éléments et entre les fonctions entre elles, de façon à maximiser la synergie, réduire les coûts inutiles et superflus, et donc finalement augmenter au maximum la résonance globale de l'écosystème. 4. Utiliser les interfaces et valoriser les bordures. Donc, les bordures, ce sont ces éléments d'interface entre deux fonctions, entre deux éléments entre eux. Donc, il est fondamental que ces éléments soient reliés par des relations, des interactions activées, fonctionnelles, efficaces et synergiques, de manière à minimiser les coûts inutiles et maximiser les services synergiques écosystémiques entre les différents éléments et fonctions, et réduire au maximum les disservices, les dysfonctionnements. 5. Appliquer l'autorégulation et la rétroaction. C'est un principe lié à la cybernétique dans les domaines des projets écosystémiques humains. Et dans les écosystèmes naturels, en fait, c'est le fait que la nature et l'écosystème naturel, disons, arrivent toujours à trouver des solutions automatiques par répercussion des impacts. En fait, s'il y a quelque chose qui impacte un élément de l'écosystème, celui-ci est répercuté sur toutes les fonctions et sur tous les éléments, de façon à qu'à un moment donné, il y a un feedback, c'est-à-dire une boucle rétroactive des retours d'informations qui permettent en fait de retrouver un équilibre dans un ajustement collectif et des parties directement impactées. 6. Utiliser et valoriser la diversité. Donc, il est fondamental dans un système complexe de pouvoir utiliser au maximum la diversité, c'est-à-dire valoriser toutes les interactions entre des parties différentes qui ont des fonctions différentes, mais qui sont toutes reliées au fonctionnement le plus efficace possible de l'écosystème. Donc, dans notre cas, dans l'explication, utiliser et valoriser la diversité, par exemple, pour ce qui est la fonction nutrition d'une famille, dans un projet permaculturel, par exemple, mais ça peut être n'importe quel projet, architecture, etc., c'est d'utiliser différents éléments pour pouvoir permettre la réalisation de la fonction désirée. Et en mixant les différents facteurs opportuns qui permettent cette émergence des fonctions désirées, en fait, on arrive à avoir, c'est toujours le principal souci et enjeu, avoir la résilience parfaite, ou en tout cas une résilience très bien activée. 7. Utiliser les changements et réagir de manière créative. Voilà, donc c'est toujours le même principe quelque part. L'écosystème est immergé dans un environnement qui change tout le temps, et donc il est fondamental de ne pas se faire impacter et couler par ces changements, mais il faut réagir, et réagir de façon innovative et à trouver toujours des manières créatives de dépasser et de solutionner les problèmes de façon à minimiser les coûts, les disservices et maximiser les interactions et services écologiques, services écosystémiques à l'intérieur du système. 8. Solution à petite échelle ou à la bonne échelle et au bon moment. Patience. Alors, il est fondamental, en fait, comme pour les débuts, pouvoir poser un noyau, les ressources, les compétences, les processus
les plus légers, mais les plus efficaces pour un démarrage, pour réaliser n'importe quelle fonction. Donc, à la bonne échelle, c'est la plus petite échelle et la plus efficace, nécessaire pour ce type de fonctions à cet endroit-là, à ce moment-là, avec les ressources disponibles ou avec des ressources qu'il faut pouvoir récupérer à l'extérieur de l'écosystème ou à l'intérieur de l'écosystème, les compétences, etc. Au bon moment, parce que ça doit être fait au bon moment pour réduire au maximum les coûts et éviter des déséquilibres ultérieurs qui ne sont pas souhaités. Et donc, la patience aussi, c'est parce que les bons moments, ça peut être agir rapidement quand c'est nécessaire, mais ça peut être aussi agir en attendant que le bon moment se présente. Donc, en fait, le bon moment, ça peut être vite ou lentement, selon le fonctionnement et le déroulement des cycles des productions et les cycles naturels de l'écosystème. Créer une production a l'objectif des projets écosystémiques, comme tous les projets, c'est de créer une production, une valeur ajoutée. Cette production, ça peut être en termes de matière, information et énergie. Et c'est l'objectif même du projet. C'est l'objectif affiché. On peut considérer la production avec les 8 capitaux. Et, parce qu'un projet, ce n'est pas seulement la réalisation matérielle, physique ou pas physique, immatérielle, mais c'est aussi un processus évolutif qui permet aux personnes d'atteindre des plus hauts niveaux de conscience, des plus hauts niveaux de potentiel. 10. Collecter les énergies. Donc, il est fondamental de pouvoir récolter les énergies, matières et informations pour pouvoir donner vie et réaliser la production. Il faut pouvoir stocker ces énergies de façon à qu'elles soient disponibles au moment où on en a besoin, ou bien on a aussi besoin de savoir où pouvoir récupérer ces énergies, matériaux ou informations selon les circonstances. Et en tout cas, il faut toujours pouvoir réagir de manière créative. 11. Ne pas produire des déchets, dans le sens que chaque production régénérative, en fait, recycle ce qui ne sont pas les produits de sa production. Donc, les superflus n'est jamais jeté, mais ça va faire partie d'une autre production. Par exemple, dans un jardin potager, les feuilles ou la partie végétale qui ne sont pas comestibles, qui ne sont pas mangées, peuvent être utilisées à l'intérieur d'un compost pour être réapportées au terrain pour l'enrichir de tous ces principes vivants et donc restructurer les terrains, redonner les ressources nécessaires. 12. Favoriser les ressources renouvelables. Voilà, donc favoriser au maximum les ressources qui sont productibles et réalisables sur place ou à proximité, en réduisant les interactions avec des écosystèmes éloignés, parce que ça fragilise l'écosystème lui-même. Et c'est aussi un coût général écologique pour la Terre, du sens qu'on va utiliser des ressources qu'on pourrait éviter d'utiliser. Ah, une petite vidéo pour voir la beauté des écosystèmes naturels. Alors, vous voyez, c'est une baleine qui va créer des émergences de bulles avec une forme de spirale, ce qui permet de concentrer, de faire converger les sardines ou le poisson, en tout cas proie de la baleine. Et après, la baleine va émerger au centre. C'est comment
on va réaliser toute une série de fonctions et poser l'intégration de tous les éléments de façon à permettre, la réalisation des objectifs de façon cohérente, alignée avec les vivants et efficace. Donc, pour finir, on va dire que les objectifs et la production, c'est-à-dire la transformation des matières, d'information et d'énergie qui est faite au cours du processus du projet, ont la nécessité d'être parfaitement alignés avec des niveaux des indicatifs, en fait, qui vont permettre de valider l'alignement du projet et sa cohérence et son efficacité. Donc, les objectifs et la production ont besoin d'être vérifiés par rapport au niveau des besoins, pyramide de Maslow, au niveau des consciences et au niveau des cohérences du projet. À partir des effets souhaités à un niveau de la production matérielle, comportement, compétences, valeurs, vision, mission et les référentiels supérieurs, les finalités suprêmes, supérieures du projet. Et de l'autre côté, donc ces vérifications des objectifs et de la production doit être faite par rapport aux règles, aux principes écosystémiques qu'on vient de voir, par rapport au principe du design, du fonctionnement des écosystèmes, mais aussi de l'économie régénérative à 8 capitaux. Ça doit être vérifié aussi par rapport au potentiel qu'on a envie et besoin de faire émerger. C'est aussi une finalité évolutive. Et donc, cette évolution vers l'excellence vis-à-vis du projet et vis-à-vis des individus et du collectif impliqués dans ces processus. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Et la prochaine vidéo va continuer à approfondir cette analyse. Merci.